Bienvenue sur Pensée en équilibre, le podcast qui explore la psychologie, la santé mentale et le bien-être au travail. Ici, nous décryptons les enjeux de la vie professionnelle et personnelle pour trouver ensemble l'équilibre. Je suis Caroline, psychologue du travail et de la santé, et chaque semaine, je vous invite à réfléchir, à apprendre et à vous reconnecter avec votre bien-être. Installez-vous confortablement, c'est parti! Boule dans le ventre, palpitations, sentiment de confusion, difficulté à se concentrer. Alors, vous me direz peut-être que pour démarrer un podcast, c'est un peu violent comme introduction. Néanmoins, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. En tant que psychologue, dans mon cabinet, je reçois tous les jours des personnes qui évoquent ce sujet. Alors, avez-vous deviné? Ou alors peut-être avez-vous simplement déjà lu le titre du podcast? Et oui, nous allons parler du stress au travail. Globalement, nous avons tous une idée plus ou moins claire de ce qu'est le stress. Pour certains, il s'agit d'un inconfort physique, pour d'autres, un tourbillon de pensées négatives, ou encore pour d'autres, ce sera synonyme de paralysie mentale, voire de paralysie corporelle. Dans cet épisode, nous allons non seulement explorer ce qu'est le stress au travail, mais aussi comment il peut, s'il n'est pas géré, mener à des situations plus graves comme le fameux burn-out. Nous parlerons des signes d'alerte, des impacts sur la santé mentale et bien sûr, nous aborderons les stratégies pour vous aider à trouver un meilleur équilibre. Avant de parler de définition de stress au travail, je vous emmène avec moi faire un petit tour du côté de nos ancêtres très lointains, les hommes des cavernes. Imaginez-les en pleine nature face à des tigres aux dents de sabre. Leur corps se mettait à ce moment-là immédiatement en alerte. Ils déclenchaient ce qu'on appelle aujourd'hui la réponse de combat ou fuite. Cette réaction de survie, dont nous avons hérité, prépare le corps à réagir rapidement à une menace imminente. Mais concrètement, que se passe-t-il là, à ce moment-là, dans le corps? Tout d'abord, le rythme cardiaque augmente. Le cœur bat plus vite pour pomper davantage de sang vers les muscles et les organes vitaux. L'objectif? S'assurer que nos muscles aient suffisamment d'oxygène et d'énergie pour courir ou se défendre. De plus, la respiration s'accélère, fournissant encore plus d'oxygène pour alimenter tout ce système. C'est un peu comme si notre corps se préparait tout d'un coup à courir un sprint. Ensuite, pour alimenter cet effort intense, le foie libère du glucose dans le sang. Ce sucre est une source d'énergie immédiate pour nos muscles. L'adrénaline et le cortisol, deux hormones dont vous avez sans doute entendu parler, les hormones du stress, sont également libérées. Elles augmentent l'énergie disponible et rendent notre esprit plus vigilant, focalisé sur la survie. Mais ce n'est pas tout, le sang est également redirigé vers les muscles et le cerveau, et moins vers les systèmes comme la digestion, jugés à ce moment-là non essentiels en cas de danger. Pour couronner le tout, les pupilles se dilatent afin d'améliorer la vision périphérique et nous permettre de mieux repérer le danger dans l'environnement. Cette réponse, parfaitement adaptée à l'époque de la chasse et des prédateurs, nous accompagne toujours aujourd'hui. Sauf que le tigre à dents de sable a été remplacé par des délais serrés, des mails urgents et des réunions stressantes. Et oui, vous l'avez bien compris, lorsque nous stressons, notre organisme se prépare en réalité à réagir. Ce qui nous amène à la définition du stress. Nous dirons que c'est une réaction naturelle d'adaptation de l'organisme face à une situation perçue comme menaçante par notre cerveau. Autrement dit, cette réaction naturelle d'adaptation, donc le stress, n'est finalement ni bonne ni mauvaise en soi. Ça peut même être un véritable moteur, en nous poussant à nous dépasser, en étant plus efficace dans certaines situations, comme par exemple lorsqu'on a une réunion et qu'on doit se préparer, lorsqu'on a un entretien, le stress peut être un véritable moteur. Ce n'est que lorsqu'il devient chronique ou trop intense qu'il devient néfaste pour notre santé. Comme nous l'avons vu, cette réponse est d'abord physique, mais elle ne s'arrête pas là. Elle s'étend aussi au niveau émotionnel et mental, créant un ensemble de signes qui nous alertent lorsque la pression devient trop forte. Dans la prochaine partie, la partie 1, nous allons nous intéresser de plus près aux signes du stress, qu'ils soient physiques, émotionnels, cognitifs ou comportementaux. Partie 1, les signes du stress. Le stress au travail est une réalité pour beaucoup d'entre nous. Mais comment savoir si la pression qu'on ressent au quotidien dépasse le simple challenge et devient un problème de santé? Pour cela, il va être important, voire essentiel, de reconnaître les signes du stress.
Ce dernier peut se manifester de différentes manières avec différents symptômes et nous allons aborder ces différents groupes de symptômes. Commençons par les signes physiques. En plus des signes physiques déjà mentionnés, comme l'accélération du rythme cardiaque ou de la respiration, d'autres signes peuvent apparaître au long terme, lorsque le stress se prolonge. On peut voir apparaître des maux de dos ou de nuque, qui sont dus à des tensions musculaires persistantes, des douleurs gastriques, comme des remontées acides, il peut y avoir des ballonnements, il peut y avoir des crampes, toutes sortes de signes digestifs. Il peut également y avoir de la fatigue chronique avec des sommeils qui deviennent de moins en moins réparateurs, ou encore des troubles du sommeil comme des réveils fréquents en pleine nuit, et vous connaissez l'histoire, la machine qui turbine, les pensées qui turbinent à plein régime et qui nous empêchent de nous rendormir. Ces symptômes sont des signaux d'alerte que le corps envoie pour nous indiquer qu'il est constamment en état d'alerte. Exactement comme avec nos hommes préhistoriques. Voyons ensuite les signes émotionnels. Sur le plan émotionnel, le stress au travail se traduit souvent par une irritabilité accrue. Vous vous sentez sur les nerfs, même pour les choses qui habituellement ne vous toucheraient pas. L'anxiété est également omniprésente, avec des pensées qui tournent en boucle sur des tâches à accomplir, sur des deadlines à respecter, ou sur un conflit avec un ou une collègue. La perte d'enthousiasme pour les activités professionnelles, voire personnelles, est assez fréquente. Vous pouvez vous sentir débordé par des émotions négatives avec des difficultés croissantes à gérer la frustration et les imprévus. D'un point de vue cognitif, le stress a aussi un impact direct sur vos capacités mentales. Vous avez peut-être remarqué une difficulté à vous concentrer, comme si votre esprit était sans cesse distrait. Votre mémoire peut vous faire défaut, vous avez du mal à retenir des informations simples. Il y a également un symptôme qui revient très souvent et que j'entends très souvent en consultation, c'est la difficulté à prendre des décisions. Ça devient de plus en plus difficile, vous pouvez vous sentir envahi par le doute, voire l'hésitation, chose qui habituellement ne vous ressemble pas. Le stress altère nos capacités à organiser nos pensées et à être performants sur le long terme. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de nul, cela ne fait pas de vous quelqu'un de diminué, c'est simplement le stress qui vient agir sur vos fonctions cognitives. Et ensuite, les signes comportementaux. Le stress peut entraîner des changements dans votre comportement. Vous devenez peut-être plus procrastinateur, vous repoussez les tâches importantes par fatigue ou par peur de ne pas y arriver. L'isolement social devient une manière de fuir les interactions avec les collègues, mais aussi avec les proches dans le domaine privé. On a peut-être moins envie de voir ses proches, d'aller boire un café ou d'aller boire un verre après le travail. On va avoir tendance à ne plus aller à la machine à café pour aller discuter avec les collègues, etc. Il n'est pas rare de voir aussi une augmentation des consommations de substances dans ces moments-là, comme le café, le tabac ou même peut-être d'alcool, pour pouvoir tenir le coup. Autre comportement typique, ça va être la négligence de soi. Que ce soit dans les pauses, ne pas reconnaître votre besoin de faire des pauses, que ce soit dans l'alimentation ou bien encore dans l'activité physique. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans une situation ou dans des situations similaires dans lesquelles la pression est forte, le stress est là depuis un moment, vous prenez du retard dans votre travail, le stress vous fatigue, vous n'arrivez plus à dormir comme il faut, donc vous êtes fatigué, vos fonctions cognitives sont atteintes et du coup, vous ne prenez plus le temps de faire des pauses, vous ne prenez plus le temps de vous reposer et vous travaillez toujours plus. Et là, attention, il y a une autre menace que le stress, lorsque le stress comme ça devient trop fort et qu'on est sur une dynamique d'amplification. Si ce stress n'est pas pris en charge, il y a une autre menace qui est le burn-out. Partie 2, attention, burn-out. Le burn-out n'est pas un sujet qu'on va aborder en profondeur dans ce podcast. Je ferai un autre podcast d'ici peu de temps sur le burn-out dans lequel on abordera ce sujet en profondeur. Pour ne rien manquer, pensez à rejoindre la communauté et abonnez-vous. Néanmoins, je trouvais que c'était important de faire ce lien entre le stress au travail et le burn-out parce qu'il y a un lien direct et c'est important de comprendre ce lien pour pouvoir justement s'en prémunir. Le stress au travail, lorsqu'il devient chronique, il peut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus dangereux, vous l'avez bien compris, le burn-out. Mais attention, stress et burn-out ne sont pas la même chose et c'est important de comprendre la différence. D'abord le stress. Comme nous l'avons vu, c'est une réponse naturelle de l'organisme face à une pression ou à une menace. Il est ponctuel, il peut être stimulant et il disparaît une fois la situation stressante passée. Cependant, lorsque cette pression devient trop forte, lorsqu'elle est trop fréquente et que l'on n'arrive pas à s'en remettre parce qu'on cumule les situations de stress ou parce que ce stress est trop profond et parce que ce stress se chronicise, on peut arriver jusqu'à un burn-out. Le burn-out, quant à lui, c'est une usure émotionnelle, physique et mentale qui est causée par, devinez, le stress prolongé.
Et oui, le lien est là. C'est un état d'épuisement total, où la personne ne parvient plus à se reposer ou à récupérer. Contrairement au stress qui vous pousse à en faire toujours plus, le burn-out se manifeste souvent par la dynamique inverse, c'est-à-dire un détachement petit à petit, un espèce de cynisme qui s'introduit vis-à-vis du travail comme vis-à-vis des collègues ou comme vis-à-vis des bénéficiaires de votre travail. Les personnes atteintes de burn-out perdent toute motivation et ressentent un profond sentiment d'impuissance. Sur le plan physique, le burn-out s'accompagne d'une fatigue extrême, même après une période de repos, comme si le corps n'arrivait plus à se reposer, et plus vous vous reposez, plus vous avez l'impression que vous êtes fatigué. Alors que le stress, il peut entraîner une fatigue passagère qui est récupérable. Émotionnellement, le burn-out se traduit souvent par un sentiment de vide et de désespoir, tandis que le stress se caractérise plutôt par de l'anxiété et de l'irritabilité. Enfin, sur le plan cognitif, le burn-out provoque une véritable désorganisation mentale, où la personne a des difficultés à accomplir même les tâches les plus simples. Ces deux phénomènes, bien que liés, ont des conséquences très différentes sur la santé mentale et physique. Le burn-out est un signal d'alarme majeur qu'il ne faut absolument pas ignorer. Mais on parlera de tout ça une prochaine fois. En attendant, revenons à notre sujet, le stress au travail. Partie 3. Stratégie de régulation du stress. Maintenant que nous avons vu comment identifier les signes du stress au travail, il est temps de passer à l'essentiel, comment réguler ce stress et éviter qu'il ne prenne trop de place dans notre quotidien. Il existe de nombreuses stratégies et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir à différents niveaux. Que ce soit sur notre corps, sur nos émotions, sur notre organisation ou même sur nos pensées. Voici un éventail de stratégies concrètes pour vous aider à mieux gérer votre stress. Tout d'abord, les stratégies corporelles. Le stress affecte directement notre corps. Alors pourquoi ne pas commencer par là pour mieux le gérer ? Voici quelques techniques simples mais efficaces. Tout d'abord, nous allons aborder la cohérence cardiaque. Cette technique de respiration, c'est une de mes préférées, je l'utilise tout le temps à titre personnel et je la conseille tout le temps à mes patients parce qu'elle est véritablement efficace. C'est une technique qui a fait l'objet de plusieurs études scientifiques sur la gestion du stress. Toutes les études démontrent qu'elle a un impact direct sur le stress physique. En gros, ça consiste à respirer de manière régulière, lente, profonde, afin de réguler la variabilité du rythme cardiaque, ce qui a un effet direct sur la réduction du stress. Concrètement, on respire de manière lente, profonde avec le ventre, 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, le tout pendant 5 minutes. Cela vous permettra d'apaiser votre système nerveux et de retrouver rapidement un état de calme. Vous pouvez utiliser des applications, il existe tout un tas d'applications que vous pouvez dégainer à n'importe quel moment. Ensuite, on a l'activité physique. Alors, on le sait, on l'entend de partout, bouger permet de libérer des endorphines, qui sont les fameuses hormones du bonheur. Que ce soit par une marche rapide, en faisant du yoga ou en faisant une séance de sport plus intense, l'exercice physique aide à relâcher les pressions et à évacuer le stress cumulé. Donc à consommer sans modération. L'important, c'est de faire une activité physique qui vous fasse plaisir. N'allez pas générer encore plus de stress en vous forçant à faire des activités physiques dans lesquelles vous ne prenez aucun plaisir. Ça serait contre-productif et ça générerait encore un peu plus de stress. L'idée, c'est de faire quelque chose qui vous fait du bien. Si le fait de mettre de la musique à fond chez vous et de danser dans votre salon pendant 5 minutes vous fait du bien, alors faites-le. Une dernière stratégie corporelle, c'est la relaxation musculaire progressive. Cette technique consiste à contracter très fort, puis relâcher successivement différents groupes musculaires. Ainsi, on peut réduire les tensions corporelles. Elle est particulièrement utile après une journée de travail stressante. Certains militaires l'utilisent même comme technique pour arriver à s'endormir lorsqu'ils ont besoin de faire des siestes éclairs. Les stratégies émotionnelles. On l'a vu, le stress impacte nos émotions, mais il est possible d'agir sur elles en adoptant des stratégies pour mieux les gérer. Globalement, ces stratégies émotionnelles vont servir dans le stress, mais elles vont vous servir dans tous les autres domaines de votre vie. Alors notez-les et essayez de les mettre en place. Premièrement, la façon dont on régule ses émotions va passer par le fait d'exprimer ses émotions. Il est essentiel de ne pas garder des émotions négatives pour soi. Lorsqu'on les garde pour soi, on se charge de ses émotions et on aura plutôt tendance à ruminer. L'idée, ça va être de pouvoir évacuer ses émotions en les exprimant. On peut en parler à un proche, on peut également tenir un journal. Pour certaines personnes, il est plus facile d'écrire, pour certaines personnes, il est plus facile de parler, ou même en consultant un professionnel comme un psychologue. Extérioriser ses émotions aide à les gérer plus efficacement. C'est vraiment important. Ensuite, une autre stratégie émotionnelle qui peut être vraiment utile, ça va être de pratiquer la gratitude.
Simplement prendre quelques minutes à la fin de chaque journée pour reconnaître les aspects positifs de votre vie ou même de votre journée, même les plus petits. Juste de faire ça, ça peut véritablement transformer votre état émotionnel. Globalement, on peut imaginer comme si on avait un vase. C'est notre espace cognitif, on va l'imaginer comme un vase. À l'intérieur, il va y avoir des émotions plutôt agréables et des émotions plutôt désagréables. Lorsqu'on est dans un état de stress, les émotions désagréables ont tendance à prendre beaucoup plus de place. L'idée, ça va être de remplir cet espace cognitif, ce vase, avec des émotions plutôt agréables. Pour aller chercher ces émotions agréables, on va se concentrer sur les choses positives, même les plus petits aspects positifs de notre journée. Ça peut être tout simplement, aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, j'ai passé un bon moment à marcher dans la rue en sentant le soleil sur moi. Alors c'est pas grand chose, vous me direz, n'empêche que à force de remplir son vase de plein de petites choses positives comme ça, on permet de rééquilibrer la charge émotionnelle dans cet espace cognitif. Cela va véritablement vous permettre de contrebalancer les pensées négatives liées au stress et de maintenir une perspective équilibrée. Les stratégies motivationnelles. Lorsque le stress envahit notre quotidien, il peut affecter notre motivation. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Les techniques qu'on va évoquer maintenant permettent de retrouver du sens et de l'énergie. La première, ça va être de décomposer les objectifs. Parfois, le stress vient de la sensation d'être submergé par une tâche immense. Décomposer vos objectifs en petites étapes plus faciles à atteindre aide à se sentir moins accablé et plus motivé. Ensuite, une fois que chaque objectif sera atteint, pensez à vous récompenser. Pour maintenir la motivation, il est important de célébrer les petites victoires. Accordez-vous une petite pause ou une petite récompense après avoir accompli une tâche importante. Et je vous encourage vivement à vous auto-congratuler. Oui, on a le droit de s'auto-congratuler, on a le droit d'être fier de soi parce qu'on a réussi à atteindre un objectif aussi petit qu'il soit. Les stratégies organisationnelles. Bien souvent, le stress est lié à la gestion de notre charge de travail ou à notre emploi du temps. Voici quelques outils pour pouvoir mieux s'organiser. D'abord, la planification et la priorisation. Utilisez une to-do list pour organiser vos tâches par ordre de priorité. Permet de mieux gérer votre charge de travail et de réduire la sensation d'être submergé. Surtout si vous faites un travail dans lequel il y a une multitude de tâches. Ensuite, vous pouvez utiliser la technique du time blocking. Cette technique consiste à bloquer des créneaux horaires dans votre journée pour accomplir des tâches spécifiques. Par exemple, de 9h à 10h, je lis mes mails, puis je relis mes mails de 16h à 17h pour être sûr de n'avoir rien loupé de la journée, plutôt que de lire les mails tout au long de la journée et d'avoir l'impression d'être submergé par tous les mails qui sont là. Cela aide à rester concentré et à éviter la procrastination. Et enfin, la stratégie des 4 D. C'est une technique utile pour faire face à la surcharge de travail. Elle consiste à se poser 4 questions face à une tâche ou à une demande de travail. Le premier D étant déléguer. Puis-je confier cette tâche à quelqu'un d'autre? Le deuxième D est diminuer. Est-il possible de réduire l'ampleur ou la complexité de cette tâche? Le troisième D, différer. Cette tâche doit-elle être accomplie immédiatement ou peut-elle être reportée? Et enfin, le quatrième D, détourner. Est-il possible de trouver une approche plus simple pour accomplir cette tâche? Pour finir, voyons les stratégies cognitives. Le stress est également lié à nos pensées. Les techniques cognitives permettent de changer notre manière de percevoir et de réagir aux situations stressantes. On va avoir 2 grandes techniques à utiliser. D'abord, la restructuration cognitive et ensuite la pleine conscience. La restructuration cognitive consiste à prendre du recul et à remettre en question les pensées négatives ou irrationnelles. Par exemple, au lieu de penser « je n'y arriverai jamais », vous pourriez reformuler en « je vais avancer pas à pas et demander de l'aide si besoin ». Cette technique, qui paraît peut-être très simple, n'empêche qu'elle aide vraiment à réduire l'anxiété en transformant nos pensées automatiques. Et pour terminer, la méditation en pleine conscience permet de se concentrer sur l'instant présent sans jugement. En vous ancrant dans l'ici et maintenant, vous évitez de vous laisser emporter par des scénarios catastrophes, sachant que les scénarios catastrophes concernent toujours le futur, mais jamais le présent. En étant connecté avec l'ici et maintenant, avec le présent, on arrive à diminuer nettement l'anxiété. Alors, toutes ces stratégies-là ne sont pas à appliquer comme un protocole.
à appliquer les unes après les autres, etc. L'idée, c'est de comprendre que malheureusement, nous n'avons pas de baguette magique et que pour réguler le stress, il ne s'agit pas d'une seule et unique solution, mais c'est plutôt de mettre en place tout un tas de petites solutions. C'est un petit peu comme si on mettait plein de petites béquilles et c'est ces petites béquilles-là qui vont permettre qu'on va pas s'enfoncer trop profondément dans un stress chronique. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il faut trouver différentes solutions sur les différents plans. Donc à la fois sur la dimension physique, sur la dimension émotionnelle, sur la dimension motivationnelle et sur la dimension organisationnelle. Et la dimension cognitive, j'allais l'oublier, qui est quand même très importante. Je vous encourage vivement à aller piocher dans les différentes stratégies que je vous ai données, de les essayer, y compris si vous n'avez pas l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude de tenir un journal de gratitude, si vous n'avez pas l'habitude de faire de la cohérence cardiaque, essayez. Ça ne coûte rien et ça peut vous apporter beaucoup. Ensuite, si c'est compliqué de mettre en place certaines stratégies, n'hésitez pas à vous faire aider. Vous pouvez vous faire aider par des professionnels. Alors bien évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, je vais vous encourager à aller consulter un psychologue du travail ou un psychologue clinicien. On a l'habitude de travailler sur la restructuration cognitive, donc sur tout ce qui est stratégie cognitive, on va pouvoir utiliser des outils, on va pouvoir vous accompagner à changer votre schéma de pensée et à adopter de nouveaux schémas de pensée qui soient beaucoup plus fonctionnels. On a l'habitude également de travailler sur la gestion des émotions et on peut vous accompagner à travailler sur ces différentes dimensions-là. Donc n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à tester différentes stratégies, à les combiner pour vous créer une approche qui soit vraiment personnalisée. L'essentiel est d'expérimenter pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. J'espère que vous repartez avec des outils pratiques pour améliorer votre bien-être au travail. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ne restez pas seul. Si vous avez besoin d'un coup de main, consultez un psychologue du travail peut vous aider à trouver des solutions adaptées à votre situation pour retrouver l'équilibre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à me mettre 5 petites étoiles.